C'est quoi les sujets, Bruno, de cette série d'épisodes qu'on va enregistrer ensemble? On va essayer de parler un peu de psychologie ou de ce qui se passe dans la tête de tout à chacun et puis des investisseurs en particulier. On va parler introversion, la relation avec l'argent, peut-être. Quel autre sujet on s'était dit? On a parlé du passage à l'action, des lois de Parkinson, Ouais. du temps, de comment se lancer finalement. Moi, ça me parlait beaucoup parce que quand on a fait notre épisode long ensemble, Ouais. j'ai réalisé, je ne l'avais pas réalisé avant, vu que j'ai jamais fait de formation en immobilier, etc. Je suis toujours formé tout seul. Moi aussi. Moi, je regardais des vidéos YouTube et je me suis toujours orienté vers les vidéos très actionnables avec des comparatifs juridiques, des montages fiscaux, quelle ville, où investir. Ça, ouais. Et je m'étais jamais vraiment intéressé à la partie mindset autour de ça. Toi, tu me disais que dans ton boulot de coach en investissement IMO, c'était une grosse partie finalement de ton boulot. C'est peut-être des fois quand on a un caractère ou un tempérament, on se rend pas compte, tu vois, on se dit que peut-être tout le monde est pareil que nous, tu vois, alors que ouais, justement, en travaillant avec des néo-investisseurs, des gens, et il y en a beaucoup qui me ressemblent aussi dans les études que j'ai fait, tu vois, ingénieurs, école de commerce, des gens qui ont une bonne position dans une entreprise, etc. Donc, tu vois, tu te dis, ok, ils sont bien câblés, ils savent faire les choses, mais là, dans l'immobilier, il y a des blocages. Et en fait, en creusant, ouais, c'est des choses qui sont dans l'inconscient et qui font qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Et pourtant, ils sont si près du but. Et j'aime bien faire le parallèle entre l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. Mais c'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui peuvent être très bons à leur boulot, ils peuvent être DG d'une société et tout, mais ils n'iront jamais se lancer seuls. Alors qu'ils ont les compétences, ils auraient le réseau pour. Et genre, s'ils se mettaient en freelance dans la même activité, demain, ça marcherait en claquement de doigts, quoi. Mais il y a quelque chose, tu vois. Et j'aime bien les comparer aussi, c'est entrepreneuriat immobilier. Et souvent, je compare l'immobilier à de l'entrepreneuriat version facile. Tu me diras si tu es d'accord avec ça. Et je pense que voilà, tu as un niveau de risque qui est bien inférieur, un niveau d'exploser aussi tous les scores qui est inférieur aussi. Et du coup, tu es beaucoup plus contenu dans le risque. Le pire des cas en immobilier, c'est que voilà, le pire des cas, c'est que tu achètes correctement. Ouais. Parce que bon, tu pourrais faire n'importe quoi à l'achat. Ouais. J'ai des potes pareil, hein, j'ai un pote qui a d'excellents boulot, qui a bossé dans les plus grandes banques, etc. Oui. Ça fait 1 an et demi qu'il écoute le podcast. Tous les épisodes, il m'en parle, il me fait des débriefs par message sur les épisodes. Tu vois, c'est quelqu'un d'investi. Et à côté de ça, dès qu'il me balance un truc, une annonce en disant je trouve ça intéressant, qu'est-ce que t'en penses? C'est des trucs nuls. Ouais. Genre vraiment, c'est toutes les annonces où il y a écrit idéal investisseur. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi il m'envoyait des trucs comme ça. Le dernier qui m'envoie, c'est un appartement à Saint-Ouen à 7 500 € du mètre. C'est pour faire de la résidence principale ou pour faire de la location? Non, investissement. Et du coup, en te posant la question, là, tu as réussi à déterminer pourquoi c'était incohérent ou pas pertinent ce qu'il trouvait investissement? Je pense qu'il y a une aversion au risque qu'il ose peut-être pas s'avouer. Si, il en a quand même parlé assez ouvertement, mais elle est tellement forte qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui mériterait de faire un investissement clé en main, qu'on lui fasse les choses. Ce qui le rassurerait le plus peut-être, c'est d'être accompagné par des professionnels de A à Z. Ouais. Et il a une deuxième part de sa personnalité qui fait qu'il est très économe. Ouais. Et du coup, ça vient en opposition, tu vois. Il y a ce côté économe qui dit, en fait, je me vois pas payer 5 000 balles pour un accompagnement ou 20 000 balles pour un investissement clé en main. Bon, c'est à peu près les chiffres. Ouais. Mais en fait, dans mon niveau d'acceptation du risque et ce genre de choses, c'est ce que je devrais faire parce que je me sens pas de me lancer dans un projet aussi puissant financièrement. Ouais. Et voilà un peu la difficulté, je pense. Mais c'est super intéressant ce que je sais pas si on peut on peut se laisser faire un focus, tu vois, sur la relation à l'argent, tu vois, parce que quand on parle de économe, de pas dépenser l'argent, tu vois, tout ça, c'est la manière dont on agit, tu vois, dont on interagit avec l'argent. Peut-être qu'on peut faire un petit focus très bien.
un petit focus là-dessus. Moi, j'avais vu un truc en cherchant. Il y a une étude, un sondage de la Banque de France, tu vois, qui a été faite pour évaluer un petit peu justement la relation des Français avec l'argent. Et la statistique, c'est 77. Ça tombe bien, 7, c'est mon chiffre préféré, tu vois. Moi, j'ai grandi dans le 77. Voilà. 77% des Français n'aiment pas ou ont du mal à parler d'argent avec leur entourage. T'imagines 77%. Ouais, c'est énorme. C'est genre, à ce point-là, tu peux dire, tu comprends d'où ça vient le tabou, tu vois. Des fois, tu comprends pas d'où ça vient, mais tu comprends quand on dit les Français, ils ont un problème avec l'argent, tu vois. Tu vois, si même avec les gens qui sont plus proches de toi, tu n'y arrives pas, compliqué quand même. Ouais, et c'est peut-être même encore plus dur avec les gens qui sont proches de toi, je sais pas. Non, c'est dur d'en parler aussi avec d'autres. Tu vas pas parler de ton salaire ou de tes invests à la terrasse d'un café avec quelqu'un que tu connais pas non plus. Ouais, c'est ça. Donc si t'en parles pas avec les gens que tu connais pas, t'en parles pas avec avec les gens que tu connais, en fait, et au final, ce qui fait, c'est que t'en parles pas non plus trop avec toi-même, tu vois. Genre, beaucoup de gens se voilent la face sur leur relation avec l'argent, tu vois, ce que ça veut dire l'argent, etc. Toi, ce serait quoi ton... on va faire un exercice là avec les gens. Oh, tu vas pas répondre à la question, moi non plus. Et les gens, comme ça laissera aux auditeurs le temps d'y penser. Mais si je te dis être riche, c'est quoi le premier mot qui te vient à l'esprit? On laisse quelques secondes. Moi, j'ai argent qui me vient, je pense, ouais, en premier. Ok. Bah, tu vois, par exemple, moi, c'est liberté. D'accord. Et je pense que tous les gens qui nous écoutent là, je pense que chacun a une définition un peu différente de ce que tu as en tête. Là, on a avec Valentin. Bon, vous voyez pas, il est hors cadre, mais toi, c'est quoi, Valentin, être riche? Liberté pour Valentin. Ok. Après, on peut faire une chaîne et se dire c'est quoi le premier mot qui te vient quand tu penses à liberté, tu vois? Il y en a déjà une. Je crois que ça s'appelle Parlons d'argent. On va rendre ça parce que c'est ça. Ouais. J'ai déjà entendu cette question posée. Okay. Et ouais, du coup, argent et tu vois, moi, liberté, déjà, tu vois, on a deux sens différents de ce qu'est être riche, tu vois. Et toi, je sais pas, c'est quoi ton... Dans ton environnement, disons, parce que tu vois, on se construit tous par rapport à un environnement, par rapport à ce qu'on a vécu, c'était quoi l'argent Moi, je pense qu'il y a une construction, en effet, qui date de l'éducation, de l'enfance. Le fait que je vienne pas d'une famille très aisée, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que je suis la première génération où ça se passe très bien. Ouais. En fait, il y a mes grands-parents, ils ont quitté leur pays respectif, donc en Pologne du côté de ma mère, en Portugal du côté de mon père. Ils sont arrivés là et c'est mes parents qui ont réussi à construire quelque chose. Mon père, il est ouvrier dans le bâtiment. Ma mère, elle gérait la partie administrative de cette entreprise. Et je sais que voilà, quand on me raconte mon enfance, c'était pas facile. Enfin, moi, j'ai une enfance hyper heureuse. J'ai que des souvenirs heureux. J'ai une école de commerce payée par mes parents. Je suis hyper privilégié et j'en suis conscient. Mais quand on me raconte que oui, à la maison, quand j'étais plus petit, il n'y avait pas toujours le chauffage, ce genre de choses. Je sais que voilà, c'est quand même très proche. Psychologiquement, c'est très proche. C'est des sujets qui reviennent sur le tas régulièrement. Le fait que mon père, voilà, il est aucune aide, qui travaillait en rentrant de l'école pour son père, qui dormait dans une petite chambre sous un escalier à la Harry Potter, tu vois, c'était un peu ce truc-là. Et du coup, bah, tu te construis avec ces choses-là. Ouais, mais grave. Mon père hyper travailleur, mes deux parents hyper travailleurs, il y a aucun moment de pause, en fait. Avec mes parents, je savais même pas ce que c'était de se poser sur le canapé pour regarder un film, tu vois. Tous les week-ends, on bossait. On faisait des trucs. Et les loisirs qu'on faisait, il fallait que ça soit des trucs un peu productifs, tu vois. Ma mère, elle m'inscrivait à beaucoup d'activités pour que je me développe, pour tu vois, de la musique, du sport, du machin. Il n'y avait pas de viens, on fait rien, tu vois. Ça n'existait pas. Et j'apprends aujourd'hui avec ma copine, pour le coup, qui, elle, accepte tout à fait d'avoir ces moments de pause. Et ça fait tellement du bien maintenant que je le fais, je me rends compte que j'en avais besoin, tu vois. Mais il y a toujours un tiraillement. Et je pense que c'est très lié à la relation à l'argent. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'une journée où j'ai pas fait un truc productif,
c'est une journée perdue un peu. Ouais, ok. Je pense que c'est lié à la construction d'un patrimoine, de quelque chose de plus grand. Ouais, et du coup, tu vois, c'est marrant. Moi, je me retrouve dans ce que tu dis sur l'aspect d'où tu viens, tu vois. Et donc, moi, je pense qu'on a tous une relation avec l'argent, mais tu vois, moi, mon père, il vient de Madagascar, donc il arrive en France. Tu vois, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et aujourd'hui, néanmoins, il est arrivé. Enfin, lui, son seul objectif, c'était de pouvoir nous élever convenablement. Et par contre, tu vois, il a zéro. Papa, si tu m'écoutes. Il a zéro. Il a jamais eu aucune ambition de vouloir plus, tu vois. D'épargner ou d'avoir de l'argent de côté juste pour pouvoir atteindre un certain niveau, d'avoir assez, tu vois, mais jamais plus. Et à l'inverse, ma mère, tu vois, c'est plus. Et du côté de sa famille, breton, tu vois. Et genre, c'est plus terrien. On a de l'argent et on le garde. Et il en faut plus que ce dont on a besoin, tu vois. Et pourtant, quand on en a, on va le dépenser. Enfin, non. Mon grand-père je le garde. Et ma mère, ça a été, je pense, par ricochet. Bah, dès que j'ai de l'argent, faut que je l'utilise, tu vois. Faut que je le consomme, faut que je le dépense. Et donc, une relation un peu fuite en avant, tu vois, avec l'argent. Mais du coup, la quantité, c'est. Je pense pas forcément au futur, tu vois. Ouais. Et du coup, en m'auto-analysant, tu vois, par ricochet, moi, j'ai pris un peu des deux. Genre, j'ai pas besoin d'avoir trop d'argent, mais par contre, j'ai pas envie de le cramer non plus, tu vois. Et donc, tu vois, d'avoir toujours un peu plus que ce dont j'ai besoin, tu vois. Alors que chez moi, on gardait tout. Vraiment, Ouais. on dépensait rien du tout. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a deux manières de... Parce que j'en ai parlé avec d'autres amis, avec mon associé notamment, et sa copine, etc. Et il me disait que bah voilà, sa copine, elle venait d'un milieu qui était peut-être encore plus pauvre que le mien. Et du coup, que la réaction, elle avait été inverse. C'est que maintenant, elle a envie de dépenser son argent. Donc, elle a réagi en opposition. Carrément. Quand moi, j'ai réagi un petit peu avec le même schéma. Et ce schéma, il était puissant. C'est que moi, quand je suis arrivé en école de commerce, c'était très compliqué de se dire, en fait, finalement, on va aller en boîte, on va devoir mettre 50 €. Merci pour l'eau. On va devoir mettre 50 € en boîte, alors que pour eux, c'était normal, tu vois, de faire des soirées à 50. Moi, c'était improbable. Jamais je rentrais en taxi, je rentrais en noctilien tous les soirs. Ils me disaient, mais les gens me prenaient pour un fou, tu vois. Les gens me prenaient pour un fou. Je rentrais dans mon noctilien à 4 h du matin. J'accrochais mon sac de cours que j'avais encore à ma jambe. Et je me mettais un réveil dans 1 heure pour pas partir au terminus. Et je faisais ça, tu vois. Et les peu de fois où j'ai pris un taxi, je sais pas, tu vois, vraiment par dépit, parce qu'il y avait plus de noctilien pour mon machin, ça me rendait fou. Moi, Même moi, encore aujourd'hui. Hein. Je voyais le compteur. Et moi, ça m'est arrivé de descendre du taxi avant d'arriver chez moi. Et finir à pied, tu vois. C'est trop dingue. Alors que, en plus, je l'avais, cet argent. J'ai toujours eu des jobs étudiants, des trucs. Mais tout ce que je touchais, bah, ça allait de côté. Moi, j'ai encore la version au taxi. Ah ouais? Ou Uber. Ouais, je te jure. Je pense que ça partira jamais, quoi. Mais c'est... Du coup, tu vois, là, on dit quelles sont les différentes relations à l'argent, mais... Du coup, bah, c'est bien, je pense, de l'identifier un petit peu. Et après, le plus dur, c'est de savoir comment le travailler ou aller contre. Parce que, tu vois par exemple, l'envie de ne pas le dépenser. Genre, aujourd'hui, tu penses que tu l'as encore? Je l'ai encore, ouais. Ouais. Je pense que c'est suffisamment profond pour que je l'ai encore. Ouais. J'ai rencontré des gens, du coup, que ce soit en école ou que ce soit ma copine, etc., qui m'ont aidé à le dépenser. Je l'ai bien compris sur les choses où ça vaut le coup de le dépenser, tu vois. Ok, c'est ça que j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas plus grosse somme que tu peux dépenser que dans l'immobilier. Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'ai jamais eu de problème à investir dans des choses qui allaient générer de l'argent, pour le coup. Ouais. Mais par contre, pour le temps, j'avais beaucoup de mal. Même avec mon associé, tu vois, quand on a commencé la boîte, payer un logiciel à 30 € par mois, parfois, on n'arrivait pas et on réalisait pas que même si ça nous faisait gagner en fait 30 minutes par mois, ça valait déjà le coup de le faire. Ouais. Et du coup, on le faisait pas. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ok, c'est quoi la valeur de mon temps? Et la valeur de ton temps quand tu es étudiant et que tu gagnes 12 € de l'heure avec un taf à côté, bah, la valeur de ton temps, c'est 12 € de l'heure. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on est capable, maintenant que ça fonctionne un peu, de se dire, bah, en fait, 1 heure de mon temps, ça vaut peut-être 200, 300, 400, 1000 €, je sais pas combien ça peut valoir.
Et du coup, se libérer de ce temps, j'ai compris, mais il n'y a pas très longtemps. Et du coup, bah voilà, j'ai pris une femme de ménage, par exemple, dans mon appart. Je vis dans 40 mètres carrés, tu vois. Franchement, il n'y a pas tant de ménage que ça à faire. J'ai diminué les disputes avec ma meuf et j'ai gagné du temps, tu vois. Et ma femme de ménage, avec en plus les réductions d'impôts sur les services à domicile, ça coûte 10 € de l'heure. Ça finit par coûter 10 € de l'heure. Et pourquoi j'ai pas fait ça avant, tu vois. En fait, ça n'a aucun sens de pas le faire. Et en même temps, tu vois, à l'inverse, comme tu disais, tu sais, on a tous les deux des potes, tu vois, qui vont, tu vois, je sais pas, être dans un environnement ou dans un boulot tu vois, où ils ont besoin d'avoir des achats statutaires, tu vois, une voiture, des beaux costumes, etc. Donc, ils vont dépenser de l'argent pour ces choses-là. Mais par contre, comme tu parlais tout à l'heure, aversion au risque, impossible, tu vois. Exactement. Genre, ce paradoxe-là, il est vraiment bizarre, quoi. Il est très bizarre. Et même sur ces objets, en effet, cette partie matérielle, tu vois, pareil, je m'habillais pas du tout avec les mêmes marques que les autres, etc. Le premier truc, et ça va paraître peut-être un peu bizarre aussi, où j'ai accepté de dépenser une grosse somme d'argent sur des objets un peu matériels, en dehors de l'immobilier et tout, c'était des objets qui perdaient pas de valeur. Genre, je me suis acheté une belle montre. Une montre. Je me suis acheté une belle montre. Je pense qu'il y a 3 ans, tu m'aurais parlé de montres à plusieurs milliers d'euros. Vraiment, j'étais complètement opposé à ce truc-là. Bloqué sur le truc. J'aurais pu te dire, j'ai déjà dû dire, jamais de ma vie, j'aurais une montre à plus de 1000 €. Alors que. À quoi ça sert ? Pour avoir l'heure. En fait, tu as des montres à 150 € qui te donnent très bien l'heure. C'est clair. Et finalement, je me suis dit, voilà, c'est un actif qui prend de la valeur, finalement. Il y a ce truc de statut que j'apprends petit à petit. Je me rends compte qu'il y a aussi un impact positif, tu vois. Quand j'arrive en rendez-vous avec... moi, j'ai une Speedmaster, une Omega. C'est pas une montre, c'est pas une Rolex à 50 000 €, mais c'est une ancienne, tu vois. Je l'ai acheté en seconde main. J'ai fait une très bonne affaire avec un ami marchand. Il y a ces premières choses, tu vois. Content de faire la bonne affaire. C'est ça. Je sais que j'ai toujours ce système D, moi j'aime bien. Carrément. Et aussi, voilà, quand tu arrives en rendez-vous avec un client et qu'il connaît la speed ou qu'il a une speed au poignet, tu vois, t'as déjà gagné en fait. Non mais déjà gagné. Et du coup, elle est remboursée ta speed. C'est ça qui est. Donc on revient sur le retour sur investissement. Voilà, donc moi j'en suis là, je pense, tu vois. Là... Non, mais moi je suis pareil. Et du coup, tu sais, en y pensant, j'avais lu, enfin, là, avant de se parler, tu vois, je me suis dit, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai regardé, c'est quoi la relation avec l'argent, d'où ça vient, en France en particulier. Tu vois. Il y avait 3 trucs que je disais, c'était genre triple origine, enfin, si on peut dire que c'est une origine, tu vois, genre le fait qu'on soit un pays catholique, tu vois, dans lequel c'est quoi déjà le péché capital avec l'argent? D'en vouloir plus, c'est pas la luxure, c'est les gens trop bons. Je vois. Tu vois, il y a la péché capital sur le fait d'avoir trop d'argent, tu vois. Et du coup, par rapport aux protestants, tu vois, qui pour eux réussir à la fois statutairement et matériellement, c'est un don divin, tu vois. Et dans le catholicisme, c'est un péché, tu vois. C'est malheureux, tu vois. D'autre côté, t'as l'aspect marxisme, communisme, où tu vois, en fait, si tu gagnes de l'argent, c'est parce que tu le gagnes sur et en profitant des prolétaires. Donc t'es une image d'oppresseur, de quelqu'un qui va monter sur les épaules des gens, tu vois. Et puis la dernière, c'était tu vois, l'aspect terrien, agricole de la France, tu vois, où tu veux pas trop montrer parce que tu as peur des convoitises, que les gens viennent te voler, que les gens soient jaloux et tout. Et tu vois, je trouvais que c'était... Alors, ça explique peut-être pas tout en France, mais c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, déjà, ils sont beaucoup plus protestants. Donc, il y a moins ça. Tu vois, il y a... sur l'aspect marxisme, ça a beaucoup moins été pas populaire, mais beaucoup moins présent, quoi. Et ouais, je trouvais que c'était une bonne source d'explication, quoi. Ouais, ça montre à quel point, en fait, ça peut... les mœurs, ça peut durer, tu vois. À l'échelle de notre vie, on se rend compte que des trucs qu'on a vécu à 10 ans ont un impact sur ce qu'on fait aujourd'hui à 30 ou 40 ans. Et à l'échelle de l'histoire de France, ça peut durer plusieurs centaines ou voire milliers d'années. Des générations, quoi. Des générations.
Attends, j'avais noté un truc sur l'argent, tu sais, des petits exercices, parce que du coup, tu vois, on parle, on est à la cool, on boit des verres d'eau, on est sur le canapé. Et que la prochaine fois, on passera à quelque chose un peu plus. Du thé glacé. C'est ça, ouais. Non, mais du coup, c'est cool, tu vois, si les gens qui nous écoutent, ils peuvent essayer de dépasser ou de mettre en pratique ce que, justement, leur relation à l'argent, comment faire, tu vois. Et j'avais noté, il y a un livre que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si on le mettra, je le mettrai dans les notes de l'épisode ou quoi. Ouais, on le mettra en note d'épisode ou sur la newsletter. Ouais, ça. il s'appelle Juno, l'auteur, et c'est sur la relation avec l'argent, tu vois. Et en gros, il dit, première chose, c'est d'essayer de c'est évaluer alors il appelle ça money attitude, tu vois, comment on gère l'argent, tu vois. Et lui, il a trois schémas. Donc, tu vois, on peut être au milieu de ces trois, c'est pas forcément obligé dans un extrême, tu vois. C'est l'écureuil. Bon, on imagine ce que c'est l'écureuil. Ouais, c'est bien, ouais. les énormes joues. Ouais, exactement. Donc, tu sais, accumuler, ne pas dépenser, tu vois, en pensant que grâce à cet argent, on va avoir plus de liberté, plus de sécurité. Sauf qu'en fait, si tu ne le dépenses pas, en fait, il y a quoi de libre dedans, tu vois. Et justement, t'es pas sécure, tu deviens insécure en disant je vais perdre de l'argent, il faut pas que je la dépense. Et si je fais un investissement mais que ça n'aboutit pas, donc en fait, t'arrives jamais vraiment à l'objectif que t'as initialement, tu vois. Donc l'écureuil, le deuxième, c'est le repousseur. C'est-à-dire que pour toi, l'argent, c'est mal, tu vois. Okay. C'est la cause de tous les problèmes dans le monde. Et donc, toi, t'en veux pas, tu veux pas être associé à ça. Parce que sinon, je pense que les gens vont avoir un avis négatif sur toi. Tu vois des gens. J'en vois très bien. Essayez de vous identifier à l'un ou l'autre en écoutant. Et puis le dernier, c'est montagne russe. Ça veut dire que un peu ambivalent, tu sais pas trop. T'as envie d'avoir de l'argent, mais pas trop. En fonction de qui va te parler, en fonction de qui va être autour de toi, tu vas adopter une position plus ou moins. Et même dans ta tête, tu vois, tu vas avoir la petite voix qui va te dire mais vas-y, investis, c'est sécurisé. Et l'autre qui va dire non, garde ton argent. Non. Ouais. N'investis pas. En plus, on sait pas comment ça va se tourner, tu vois. Ça se trouve, tu vas le perdre. Et moi, je pense que je suis un peu comme ça, tu vois. Ok. Je suis clairement un écureuil. Tendance écureuil. une majeure. Ouais, c'est ça. Ok. Après, en effet, tout n'est jamais blanc ou noir. Ouais, c'est ça. On a tous une part un peu de chaque. Moi, tu vois, j'ai envie de construire un patrimoine, etc. Mais j'ai pas un niveau de vie très élevé. Ouais. Je crois que on est un peu pareil là-dessus, tu vois. On a construit des jolis patrimoines, notamment sur l'immobilier. On a lancé des boîtes qui fonctionnent, etc. Mais pour autant, on n'a pas augmenté notre niveau de vie de manière impressionnante. Ouais. Et je pense qu'on aurait tous les deux pu aller beaucoup plus loin. Moi, par exemple, sur les colocs, quand j'ai commencé les colocs, je fais ma première coloc, c'est sur mes 3 premières années, c'est 1 500 € de cash flow. Ouais. Je me dis, génial, c'est plus qu'un SMIC. Et j'aurais pu en faire une deuxième à côté, tu vois. Ouais. J'aurais pu acheter dans le même immeuble pour en refaire une deuxième, et ça m'intéressait pas. J'avais même pas envie. Ce que tu veux dire. J'avais même pas envie, donc j'avais envie de faire un truc. Je me suis lancé sur une coloc 24 chambres, tu vois. Ouais. Sur la deuxième, alors que la première, elle a été 4 chambres. Là, je voulais construire un co-living. J'ai tout de suite eu envie de faire un truc, et je crois que c'est vraiment le jeu, moi, qui me plaît. Ah ouais. C'est vraiment le jeu. Plus que ce que ça peut m'apporter. Je sais que c'est un accélérateur d'expérience, de vie, etc., l'argent. Mais plus que ça encore, moi, c'est vraiment le jeu qui me plaît d'aller construire. Il y a un truc bien précis avec l'argent, quoi. C'est difficile de mesurer le bonheur, c'est difficile de mesurer plein de choses. Ouais. L'argent, il y a enfin une unité de ce jeu, le jeu du business, qui est de dire, voilà, il y a une seule unité et tout le monde est d'accord pour cette unité dans le business. Ouais. Alors, on peut réfléchir à plein de nouveaux indicateurs aujourd'hui quand on lance des business, sur l'impact social que tu vas avoir, écologique, etc. Ouais. Mais voilà, l'avantage de cet argent, au moins, c'est qu'il est clair et compris par tout le monde, et il y a un taux de conversion entre les différentes monnaies. Alors que si tu parles d'impact écologique, il n'y a personne qui est d'accord. Tu vois, moi j'adorerais qu'il y ait un indice très précis sur l'écologie et que ça devienne le nouveau KPI important des entreprises. Ouais. Et c'est beaucoup plus dur à identifier, quoi. Ouais, c'est super intéressant parce que savoir à quel jeu on joue. Ouais. Et tu vois,
des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ouais, j'arrive pas à investir et tout. Et je leur dis, mais ok, je vois que tu as peur d'investir parce qu'il y a un risque, enfin, il y a une incertitude que tu ne maîtrises pas. Et donc, toi, ce que tu es en train de me dire, c'est je suis pas capable ou j'y arrive pas parce que l'incertitude est trop grande. Et en même temps, donc ça, ce serait le jeu de l'immobilier. Mais en même temps, tu es en train de jouer à quoi comme jeu? Tu es en train de jouer au jeu du salariat. Ouais. Et le jeu du salariat, est-ce que tu as moins d'incertitude sur le jeu du salariat, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et probablement pas. Et en fait, tu vois, si tu regardes comme ça, bah, tu sais, tu te dis, ah ouais, mais en fait, dans quel jeu je suis, tu vois? Et potentiellement, je me dis, bah en fait, l'immobilier, c'est un jeu sur lequel tu as plus de contrôle, tu vois. Parce qu'à partir du moment où l'achat est fait, globalement, combien tu l'as acheté, allez, les aléas qu'il peut y avoir, ça va être bon, des trucs qui arrivent. Ok, je dis pas que ça arrive jamais, mais un incendie, ton truc, un tremblement de terre, bon, ok, ça existe. Ok, il y a des assurances pour ça. Après, sur ne pas trouver de locataire, bah, oui, effectivement, ça arrive aussi, mais c'est toujours. Enfin, tu peux avoir un contrôle dessus toujours, et au pire des cas, tu le revends pour reprendre ta mise. Le salariat, dès que tu te fais licencier, tu vois. Même aujourd'hui, quelqu'un qui a un CDI et tout, un plan social dans une grande entreprise, ça arrive pas qu'aux autres, tu vois. Et des fois, il y a des gens qui viennent me voir parce que justement, ils se sont dit, ouais, c'est trop risqué l'immobilier, et ils ont le déclic de, ah, ok, là c'est bon, maintenant faut que je me lance, parce qu'ils ont une annonce d'un plan social, tu vois. Et ils se disent, ah non, tu vois, genre, ça va être trop inconfortable de me sentir sans emploi, au chômage, même si, tu vois, je suis persuadé qu'il y en a plein, qu'avec les bons diplômes et un bon poste, ils vont retrouver facilement un job, mais juste de se mettre dans l'incertitude de putain, je vais plus avoir de travail, je vais plus avoir un salaire qui tombe potentiellement, ou alors que cet argent-là, il va venir de Pôle emploi, genre ça les fait vriller, tu vois, et ils se disent, là c'est bon, j'ai mon coup de pied au cul, et c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois. Mais choisir son jeu, en fait. Ouais, Parce que si intéressant. tu choisis pas, en fait, le jeu, il a défaut en réalité, quoi. Le jeu du salariat, enfin, je sais pas si personne l'a vraiment choisi, mais je pense qu'il y a peu de gens qui le choisissent vraiment, tu vois. C'est un peu le jeu par défaut. Genre, Ouais, il t'est ok, imposé. genre t'as un enfant, tu dis quoi? Bah, tu joues au jeu du salariat, tu vois. Et si on revient en effet à l'éducation, etc., Ouais. il y a des gens qui ont plus ou moins cette éducation. Moi, on m'a quand même beaucoup poussé vers le CDI, etc. Moins que certains quand même, parce que moi, mes parents avaient une entreprise quand même. Ouais. Même s'il n'y avait pas d'employés, qu'on me disait que les employés, c'était impossible à gérer. Il fallait surtout pas, Ouais. tu vois, surtout Ouais. pas déléguer en fait. Ouais. On m'a expliqué, il faut surtout pas déléguer, il Ouais. faut bien faire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. C'est des trucs que j'entendais. Donc c'était le jeu de la liberté, de l'entreprise libérale en tout cas, Ouais. mais pas vraiment de l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé du coup par un CDI, tu vois, 2 ans de CDI Pareil. bien safe pour démarrer. Ouais, pareil. 1 an. Bah, en même temps, Ouais. moi, j'ai eu les diplômes, et du coup, tu vois, c'était la pression de. Mais bah, fais quelque chose de tes diplômes, enfin, au moins utilise-les dans l'endroit où c'est exactement. vraiment le plus utile, c'est-à-dire dans le jeu du salariat, parce que on va te juger sur tes diplômes, alors que l'entrepreneuriat, on ne juge pas sur tes diplômes. Enfin, pas totalement vrai, mais. Ouais, beaucoup moins Beaucoup quand moins, même. voilà. Mais bon, après, Et c'est vrai que tu as un diplôme d'école de C'était commerce. quand même pour justifier auprès des parents. Ouais, c'est clair. Et plus c'est douloureux pour les parents de, tu vois, plus ils sont impliqués. Ouais. Je pense à mes amis qui sont de familles de beaucoup plus fortunés. Ouais. Ils sont jamais sentis très redevables. Moi, je me sens encore redevable auprès de mes parents de ça, tu vois. Donc, tu vois, j'avais beau faire des grosses soirées, rentrer à 4h en noctilien, bah, à 8h du mat au cours, j'y étais tout le temps, tu vois. Ouais. Et quand j'ai fini et que mes parents, ils ont payé 45 000 € pour mes études, Ouais. bah, je me devais de leur montrer que ça valait le coup, tu vois. Ouais. Et il y avait quand même ce risque de me dire, attends, si je me lance dans l'entrepreneuriat tout de suite, je vais passer plusieurs années sans rien toucher. Ils vont déprimer, les pauvres, quoi. Tu m'étonnes. Donc, Ouais. c'est un peu lié à ça, je pense aussi. Bah, en tout cas, ils vont déprimer jusqu'au moment où tu réussis dans la branche Ouais, dans laquelle c'est ça a été, quoi. Et donc, Du coup, et moi, c'est un conseil que je donne encore souvent quand je suis même à des salons. Je suis encore assez connecté avec mon école et tout. Ouais. Je rencontre la junior entreprise, Ouais. ce genre de choses. Et souvent, je leur donne le conseil de se trouver un job. oui. Et s'ils ils aiment ou ils veulent entreprendre, bah, qu'ils le fassent en Ouais. même temps. Ouais. Oui. Qu'ils le fassent le soir et le week-end. Et quand ils commencent à avoir quelque chose, bah, qu'ils C'est clair. lâchent. C'est souvent un conseil que je donne. Même s'il y a des exemples qui te prouvent que tu peux. Typiquement, il y a des boîtes de mon école qui se sont lancées quand ils avaient 20 ans et qu'ils étaient encore en école. Et ça, c'est pareil. C'est OK, c'est plus safe, tu vois. Vaut mieux lancer pendant que tu es à l'école, pendant que tu es en job, mais finir ton école et te dire OK, c'est bon, je lance mon entreprise, vers quoi je vais me tourner, Ouais. ça me semble être un jeu plus risqué, tu vois. Ouais. Dangereux. Ouais. Non, mais du coup, ouais, bon, je pense sur ce sujet-là, bonne conclusion, tu vois. Un bon tour, ouais. Savoir à quel jeu tu joues
et ne pas jouer au jeu par défaut juste parce que c'est ce qu'il faut faire. Si t'as vraiment envie, essaie de mettre les risques de côté. Essaie d'identifier ta relation avec l'argent et peut-être au-delà d'identifier d'où elle vient, tu vois, genre dans ton passé, ton éducation, tes parents et tout, et être ok avec ça, tu vois. Genre moi aujourd'hui je sais que je suis un radin, tu vois. Je suis un radin. Mais tu vois, ça me va bien, tu vois. Et genre ça me dérange pas de le dire, quoi. Et il y a un truc, un dernier truc que moi dont je me suis rendu compte, c'est juste essayer de trouver des gens avec qui tu te sens ok et à l'aise de parler d'argent, tu vois. Genre moi aujourd'hui avec mes meilleurs potes de parler d'argent, comment tu gagnes, qu'est-ce que tu fais de ton argent et tout, je trouve ça, c'est devenu commun, tu vois. Je sais pas si t'aurais un truc sur l'argent, toi, que tu voudrais. Ouais, pour finir, pour conclure aussi, je pense qu'il faut. C'est intéressant de mettre le sujet sur la table avec les bonnes personnes. Moi, je me suis fait un très bon groupe d'amis d'école, et dès la sortie ou même avant la sortie, on s'est créé un petit groupe, et c'est presque l'objectif de ce groupe, tu vois. On parle plutôt d'investissement, etc. Mais ça nous permet on s'était mis un petit rituel qui était de dire, quand on signe notre premier job, la personne qui signe invite tout le monde, et on se verra une fois par mois. On l'a pas trop fait, on a suivi la régularité pour se donner des tips, des conseils d'investissement, des trucs, et de faire ça tous ensemble. Et j'avais trouvé ça assez cool. On avait appelé ça le Lotary Club au lieu du Rotary Club. C'était fait un beau logo d'Otary et tout, vraiment pour le kiff. Et ça fait passer une chanson qui s'appelle Les Otaries. Ah ok. Ça va devenir la chanson du club. Et pour le coup, ça c'était assez intéressant, et ça nous a beaucoup ouvert. Génial. En plus, on avait des personnes qui étaient à la Banque de France, en crypto-monnaie, qui connaissaient très bien les sujets. Moi, j'étais sur la partie IMO avec un deuxième gars. Et du coup, j'ai fait investir des potes du groupe aussi sur des stratégies identiques. Il y en a d'autres qui étaient plus sur la bourse, etc. Ça permettait de se renvoyer la balle. C'était intéressant. Ah, c'est vraiment pas mal. Il faudrait que je fasse ça avec les potes.